Bonjour ou bonsoir, cher capitaine. Voici une nouvelle émission de Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. L'année 2018 démarre et pour faire cela en beauté, j'ai interviewé et j'ai eu le plaisir d'avoir l'acceptation de Steve Doupeux. Steve Doupeux, merci d'être là. Et merci à toi, merci à vous, Saïda, de m'avoir invité. Je vais essayer de dire tu quand même. On va se dire dessus, c'est plus sympa. Voilà. Alors, je prends mon petit copion, mon anti-sèche. Tu es hypnothérapeute, praticien EFT, relaxologue et surtout osérologue. Alors, avant de poser toutes mes questions, osérologue. Si je fais appel à ma mémoire de latiniste, osérologue, c'est la théorie, la doctrine, la raison, la parole, l'étude du fait d'oser. Il y a aussi la dernière partie qui est la relation, logos, la relation. Et j'aime bien finalement cette interprétation-là, la relation au fait d'oser et la relation à comment oser. Est-ce que ça rejoint un peu le pourquoi du titre de ton titre? Ça rejoint complètement pourquoi de mon titre. L'origine après, pourquoi j'ai été faire ça, c'est aussi parce que je fais partie de ceux qui avaient un très fort syndrome de l'imposteur, qui ne se sentaient pas légitimes à accompagner les autres. Et c'était aussi donc un pied de nez un petit peu en créant mon propre titre à moi, osérologue, pour accompagner les gens à oser. Et j'aime souvent d'ailleurs rajouter oser être. Donc c'est tout un programme. Effectivement, oser être, ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps de la société actuelle, où on est plus dans le paraître. Exactement. On est bien Alors, d'accord. la question, pourquoi finalement avoir accepté ma demande de participer à ce projet un peu fou, un peu tombé du ciel, d'une personne qui, au départ, ne vous connaissait pas et que vous ne connaissiez pas? Pour plein de raisons. Déjà parce qu'on ne se connaissait pas et que c'était l'occasion de se connaître. Merci. Ensuite, ensuite parce que je refuse rarement une invitation dans la mesure où je sens que la personne est bienveillante et porte un projet qui résonne avec mes propres valeurs. Et parce que justement, l'une des missions quelque part que je me fixe, c'est de transmettre. Et parfois, plutôt que souvent, on se demande qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quel métier je pourrais faire quand on est un petit peu en quête de sens. Et très souvent, j'invite les personnes à se demander comment vous voulez conjuguer votre vie. Et pour ma part, j'ai décidé de conjuguer ma vie avec les mots oser et transmettre. Donc, c'est pour moi l'opportunité ici, et donc encore merci de me la donner, cette opportunité, justement de transmettre, si ce n'est des clés, au moins ma vérité, ma perception du monde et mes valeurs, en espérant peut-être, en toute humilité, inspirer peut-être des personnes à oser être et se réaliser. Justement, pour découvrir vos valeurs, le cheminement que tu as réalisé pour savoir, pour en être là où tu es aujourd'hui. C'est tout l'objet de l'entretien, la force d'un rêve, d'un projet. Comment as-tu fait pour savoir, découvrir, comprendre que c'était ce que tu avais envie de faire? Alors c'est un long parcours parce que j'ai découvert ce que je voulais faire, j'avais 38 ans. Et j'en ai 43, bientôt 44 dans un mois. Donc ça a été un long parcours finalement. L'idée de transmettre, ça a toujours été un peu le cas parce que je l'ai fait au travers de la musique, du chant, de l'écriture, etc. Mais il m'a fallu un divorce notamment et 5 années d'un travail sur moi avec un petit peu des traversées comme ça de zones d'ombre, on pourrait dire. D'ailleurs, j'ai laissé aussi beaucoup exprimer des zones d'ombre, mais tout ça m'a amené à la découverte à la fois de mon ombre et de ma lumière et de la conscience et de l'urgence qu'il fallait peut-être de prendre conscience de à la fois son ego, de son être, de toutes ces choses pour justement oser être et se réaliser aussi, parce que l'idée c'est ça. C'est, de mon point de vue, c'est d'apprendre à être, donc se connaître et se réaliser dans une vie la plus épanouie possible. Alors, tu as dit plein de mots très importants. Le premier étant la douleur. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est une personne qui n'est pas du tout dans le développement personnel, mais je me rends compte, je prends conscience que c'est souvent dans la douleur, dans la souffrance, qu'il y a, le second mot, une prise de conscience de
je ne suis pas à ma place, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, je me sens complètement perdue. Est-ce que c'est obligatoire de passer par là? Je ne crois pas que ce soit enfin, j'ai envie de croire que ça ne l'est pas. Oui, Maintenant, la plupart des gens vont, c'est vrai, vont le vivre. Thomas Dansbourg a écrit un livre à ce sujet, par ailleurs. Je ne me souviens plus du titre, qui est un peu long. Je crois que ça s'appelle Qui suis-je? Et vous trouverez la suite, mais qui traite un petit peu justement de cette idée que ben, souvent la douleur, un événement douloureux, prendre un mur, ça peut être un accident, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Enfin, toutes ces choses-là vont très souvent nous amener à l'introspection en passant par la douleur. En tout cas, c'est effectivement ce qui m'est arrivé. C'est effectivement ce qui amène les gens à venir me consulter, les gens que ce soit quand je suis avec un petit peu ma casquette de thérapeute ou de coach, ou quand je vais faire des conférences, ben, les gens que je vais rencontrer sont souvent des gens qui sont un petit peu dans la douleur, dans la quête de sens, dans la recherche de soi. Et en même temps, je trouve que c'est pas un problème, finalement. C'est certainement qu'on peut s'éviter bien des douleurs une fois qu'on a élevé sa conscience, une fois qu'on a eu des prises de conscience. Mais comme je pense aussi qu'on peut grandir dans cette douleur, dans la souffrance, dans l'inconfort, bah pour le coup, je pense que finalement, quoi qu'il arrive, tout est bienvenu. d'accord. Et puis la seconde partie, c'était se connaître pour pouvoir aussi se réaliser. C'est un autre des ingrédients clés, me semble-t-il, pour savoir quoi faire, que faire de sa vie. Il faut d'abord se connaître soi. Et comment est-ce qu'on fait pour ça? Et ben, c'est là que ça se complique, c'est-à-dire que parce que je me connais moi-même, j'ai envie de dire, je me découvre. Je crois voir derrière toi le livre de Serge Marquis, Oui, euh, j'ai adoré, merci. énormément inspiré moi-même. C'est vrai que je l'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux parce qu'il m'a tiré les larmes très fort. Euh, je pense que se connaître soi-même, c'est ça justement, se découvrir dans son ombre et dans sa lumière. Donc découvrir son ego, découvrir son être, le soi, le moi profond, chacun l'appelle comme il veut. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de nécessaire. Alors après, comment faire? Je pense que ça passe par toutes ces approches justement que l'on peut trouver dans le monde du développement personnel, dans la thérapie, etc., de se questionner, tout en étant vigilant, de pas trop se perdre non plus dans ces trucs-là, etc. Je crois que Marcel Proust disait quelque chose du genre que notre personnalité sociale est une projection de la pensée des autres. Et j'aime beaucoup cette idée parce que finalement, très souvent, ben, on est un peu euh, moi j'aime bien prendre l'image des poupées russes un petit peu, hein, c'est-à-dire que on est une multitude de personnages comme ça qu'on s'est créés au fil du temps, au-delà, au travers des apprentissages, au travers des événements de la vie. On s'est construit une identité, etc. Et il n'y a rien de négatif a priori. Il y a juste peut-être à se demander est-ce que je suis confortable avec cette identité. On a nos blessures, on a toutes nos blessures aussi qui font qu'on va se construire, etc., etc. Donc savoir qui on est vraiment, c'est finalement pas une simple affaire. Je pense qu'on le découvre tout au long du. Des fois, j'entends, encore ce week-end, j'étais en séminaire à Lyon où je participais et je donnais une conférence. J'entendais des gens qui disaient je sais qui je suis. Et je me disais, ils ont de la chance. Mais moi, je cherche encore. Je crois savoir qui je suis, mais parfois je découvre des tours d'une réaction, d'un comportement, d'une émotion que je suis peut-être pas celui que je croyais être. Donc je pense qu'on est comme un diamant quelque part, c'est un petit peu une image connue, hein, mais à multiples facettes et de savoir qui on est vraiment comme si c'était une idée arrêtée, ça me paraît un peu utopique et en même temps j'aime l'idée qu'on ait plusieurs facettes. Je comprends tout à fait. Un titre un peu plus dur, mais c'est le livre d'Amin Malouf, Identité meurtrière, Mm. euh, où là c'est le choc des cultures, les doubles cultures, etc., où les gens nous perçoivent d'une certaine manière et nous mettent dans une case, alors qu'on est toute une autre série de facettes aussi. C'est Et ça. j'avais écrit un texte disant que j'étais la fille de mes parents, donc ça me donne une couleur, mais je suis la sœur de mes frères, ça me donne une autre couleur, je suis l'amie de mes amis, ça me donne une autre couleur, et en fait, on est tout ça, et c'est ça finalement qui fait notre richesse. Bien sûr.
Oui, exactement. Donc, qui je suis, euh, voilà, je suis pas sûr d'être la personne qui puisse répondre à ce genre de questions. D'ailleurs, tout à l'heure en introduction, tu disais, tu es hypnothérapeute, tu es ci, tu es ça. J'aime bien dire, d'ailleurs, moi, je fais hypnothérapeute, je fais relaxologue, je fais plein de choses. Mm. Mais et parfois même, je dis, finalement, je suis osérologue, parce que peut-être que c'est le truc qui me définit. J'essaye d'oser vivre, être. J'essaye d'oser être un meilleur papa, un meilleur conjoint, d'oser être vulnérable, authentique, imparfait. Enfin, toutes ces choses-là. En tout cas, j'essaye. Voilà. Voilà. Donc, mais je suis, voilà, je n'ai pas de réponse en réalité. Mais c'est le travail d'une vie, c'est le Je te chemin d'une dirais, vie. oui, oui, c'est le chemin d'une vie. Et il y a une autre citation qui me vient d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui disait que vivre est la chose la plus rare au monde et que la plupart des gens se contentent d'exister. Exister. Eh bien, moi, je dirais que j'essaye du mieux possible de vivre et si en vivant je suis, ça me convient bien. Je vais terminer là-dessus pour ce point-là. Toujours dans mes études de gréco-latine, il y avait cette phrase au-dessus d'un temple grec, une des phrases universelles, une des vérités dites universelles, connais-toi toi-même. Oui, Et on en est toujours là, à apprendre à se connaître. Donc, c'est quelque chose qui a existé depuis bien des années, des milliers d'années, qui est encore là aujourd'hui. Et je pense que ce n'est que comme ça, en se connaissant soi-même, qu'on peut aller à la rencontre de l'autre. complètement. Moi, j'aime bien quand voir les enfants. Je me dis, quand on est enfant, euh, on est spontané, on est authentique, on est naturel, on se promène tout nu dans le jardin et on vit, quoi. On s'en fiche Oui, un peu de tous ces voilà. trucs-là. On Et est puis, dans l'instant présent avec on eux. est là, on vit. On- Et ensuite vient la parole, comme le dit Don Miguel Ruiz, hein, je crois, dans l'un de ses livres, La voie de la connaissance, je crois. Et c'est vrai que le fait que, ben voilà, on a la parole, donc après viennent l'éducation, l'apprentissage, et nos parents ont déjà commencé à nous transmettre à la fois la culture, leurs propres peurs, leurs propres croyances religieuses et autres. Et à partir de là, on va commencer à construire quelque chose qui est aussi certainement nécessaire de toute façon. Et j'ai l'impression qu'on arrive au monde, on est, et on passera toute notre vie par la suite à nouveau à essayer d'être. C'est Mhm. assez Tout à paradoxal. fait. Ceci étant, tu as dit à 38 ans, tu as changé de direction. On est 5 ans plus tard. Moi, je trouve que c'est que du positif. Ça signifie qu'il n'y a pas de date limite de péremption pour se découvrir et faire ce qu'on a envie de faire. Absolument. Heureusement, j'en suis le premier satisfait. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. J'ai fait énormément de choses, en fait, euh, parce que j'ai commencé en étant militaire pendant 5 ans, puis agent de sécurité, puis maître chien, puis travailler dans les maisons individuelles. Ensuite, j'ai créé un magazine. Ensuite, j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de scènes. Euh, et j'ai créé une autre entreprise ensuite de service à la personne. Et j'ai fini un peu comme ça ce parcours un peu pluridisciplinaire, presque on pourrait dire, dans le jardinage et le service à la personne, pour enfin un jour me rendre compte que voilà, il fallait que j'aille vers l'accompagnement des personnes après tout ce que moi je venais de traverser. Il n'y a pas de, il n'y a pas de limite en fait. La limite, c'est toujours pareil, c'est celle qu'on se met soi-même. Des personnes qui viennent me voir, des fois qui ont 50 ans et qui me disent c'est trop tard pour moi. Et elles ont raison. C'est ça qui est triste, c'est qu'elles ont raison dans la mesure où elles le pensent. Ce Mhm. sera trop tard pour elles. Alors que celles qui pensent que c'est jamais trop tard, elles vont oser justement se lancer. Elles vont oser se réaliser dans quelque chose qu'elles pensaient peut-être, et même si ça fait peur, et même si c'est inconfortable. Mais je fais encore une citation, mais c'est Henry Ford qui disait ça, qui disait que vous pensiez avoir raison ou tort, vous avez raison. Que vous Ouais. pensiez y arriver ou non, vous avez raison plutôt. Donc, je trouve que c'est profondément juste finalement. Donc, il y a pas d'âge pour y arriver ou pour peut-être changer de vie ou ce genre de choses. Il y a juste des limites et des barrières qu'on se pose. Avec ces personnes qui ont 50 ans, qui arrivent chez toi et qui pensent ne plus avoir la possibilité d'évoluer, d'apprendre ou d'être qui elles sont,
est-ce que tu arrives tout de même à leur ouvrir le champ des possibles? Et est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a un pourcentage X ou Y de personnes qui se disent oui, bah, tout compte fait, je peux quand même essayer? Oui, il y en a bien sûr, après ça va être mon travail de leur ouvrir le champ des possibles, de leur permettre de changer leur perception des choses. C'est aussi le travail de l'hypnothérapeute en l'occurrence, mais aussi du coach et du thérapeute. Euh, Est-ce que tout le monde va y arriver? Non. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir des pensées tellement ancrées, des pensées racines, et notamment des croyances limitantes tellement ancrées qu'elles n'arriveront pas à changer cette vision, cette perception, et du coup, elles vont continuer à créer cette réalité qu'elles pensent être la seule réalité, la leur. Surtout si elles sont entourées d'événements dans un environnement avec des gens qui abondent dans leur sens. Alors que d'autres peuvent le penser, et puis une fois qu'on commence à leur ouvrir le champ des possibles, une fois qu'elles commencent à se donner l'autorisation, peut-être déjà aussi en étant accompagnées sur suffisamment de temps pour pouvoir vraiment entériner les nouvelles pensées, les nouvelles croyances, etc., celles-ci, oui, ils vont pouvoir changer les choses. Mais on y arrive rarement tout seul, surtout quand on a des pensées limitantes bien enracinées. On a toujours besoin pour le coup, d'un jardinier qui peut-être viendra donner un petit coup de main pour enlever les herbes folles et planter de nouvelles graines qui vont donner de belles fleurs, de beaux fruits, etc. Et tout est possible. Tout est possible. Diverses choses ont été dites, notamment le fameux syndrome de l'imposteur, 2, être accompagné, 3, l'environnement. Alors, je vais le prendre dans le désordre. L'environnement, c'est sûr que l'environnement a ses propres peurs qu'il projette sur nous. Quand on a l'audace d'imaginer que c'est possible, quand on a l'audace de tenter l'aventure. Comment faire pour que ça ne devienne pas un frein, cette projection de notre environnement? Mm-hmm. Pour moi, l'environnement, c'est réellement essentiel. Il y a deux choses que je vais peut-être préciser ici et que j'ai en tête. C'est que le premier environnement, c'est celui justement que l'on a dans sa tête, donc nos pensées. Et ce qu'on a aussi dans notre cœur, hein, dans notre tête, pour moi, ça, c'est le premier environnement. Si toute la journée, j'ai des pensées négatives, on sait qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, je nous enseigne les neurosciences, que 80% sont souvent négatives, donc ça commence à faire beaucoup. Donc si on ne sait pas entretenir ça pour avoir des pensées positives, donc créer cet environnement intérieur, ça va être difficile de créer, de vivre quelque chose qui puisse correspondre à ce que l'on voudrait vivre ou à ce qu'on imagine vouloir vivre. Ensuite, effectivement, il y a l'environnement extérieur. Mais l'environnement extérieur, ça peut être ce qu'on mange, ça peut être notre hygiène de vie, ça peut être tout ça. Si je veux être en pleine forme, en pleine santé, faire le tour du monde en sac à dos, que sais-je, mais que je mange du McDo tous les jours, je risque d'avoir un petit peu de mal d'avoir l'énergie pour le faire. Hein. J'extrapole, voilà, mais c'est un petit peu l'idée. Et évidemment, il y a l'environnement avec les gens. Donc, ce que moi, j'appelle dans l'idéal d'avoir une garde rapprochée. C'est-à-dire, un petit peu comme quelqu'un qui escalade une montagne, il va toujours trouver à chaque palier, eh bien, comment on appelle ça, des camps où il va pouvoir se poser, se reposer, trouver de l'énergie, etc., etc. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnes comme ça qui vont nous permettre de nous ressourcer, de nous énergiser, de nous rassurer, de nous accompagner à bout du chemin aussi. Et des gens dont l'ouverture est suffisamment grande et dont les croyances ne sont pas limitantes autant que les nôtres, sinon, évidemment, on ne va pas forcément se sentir tiré vers le haut. Et c'est très important de bien choisir son environnement, d'être particulièrement bien entouré de ces personnes qui peuvent du coup amener à dépasser les peurs, les blocages. Et on parlait, tu évoquais tout à l'heure l'autosabotage, parce que j'en avais certainement parlé, ou le syndrome de l'imposteur, hein, ce qui pour moi fait partie de l'autosabotage. Et dans l'autosabotage, notamment, il y a les pensées et comportements d'autosabotage. Et parfois, c'est difficile tout seul d'en sortir. C'est facile, sur Internet, on voit beaucoup de trucs. Les 5 clés pour faire ci, les 7 clés pour faire ça, le machin pour ci, pour ça. C'est super. Mais quand on est tout seul dans son coin, c'est pas forcément évident de les appliquer. Donc, c'est là que d'avoir une garde rapprochée va quand même être vraiment le bienvenu. Tu parles également donc d'accompagnement.
ça n'est pas une faiblesse que de reconnaître que l'on n'a pas les ressources théoriques. Parce que moi, je pars du principe que toutes les réponses sont en nous et qu'on a juste besoin d'aide pour les trouver, ces réponses-là, qui sont en nous. Mais on n'a pas les connaissances théoriques pour parvenir à débroussailler tout ça. Tu évoquais le point de l'accompagnement. Je pense que les personnes qui se cherchent et qui se sentent à la croisée d'un chemin sans trop savoir quoi faire ni vers où se diriger, ça n'est pas une faiblesse, que du contraire, que de reconnaître qu'elles ont besoin d'aide. Souvent, on dit, oui, mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est que tu n'as rien à faire ou reste là où tu es et puis ce sera bien comme ça. Non, on sent au fond de soi et parfois physiquement, par des maladies, dépression, burn-out, etc., qu'on n'est pas à la bonne place d'un point de vue professionnel. Je ne parle pas encore du privé. Oui. Et donc, ça n'est pas une faiblesse que de se dire j'ai besoin d'aide pour savoir, un, ce qui se passe, et deux, avoir de l'aide pour savoir où me diriger. Absolument. Non, enfin, en tout cas, je vais dans ce sens que c'est même une forme d'intelligence que de savoir aller chercher de l'aide, du secours ou du conseil ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas la question. C'est ce qui est étonnant en fait, c'est qu'on se pose pas ce genre de questions quand, par exemple, je sais pas, on veut acheter une maison, on va chercher du conseil près d'un agent immobilier. Quand on veut aller faire les boutiques, on peut aller demander conseil à un vendeur pour savoir les couleurs à associer. Quand on veut décorer sa maison, par exemple, c'est la même chose. On se pose pas ce genre de questions et curieusement, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait aller voir quelqu'un quand on n'est pas bien, quand on est en quête, quand on est en doute, etc. Non, bien sûr, pour moi, c'est essentiel. Mais ceci dit, je reconnais moi-même qu'il y a quelques années, j'étais incapable de faire ça. J'ai mis très longtemps à aller voir mon premier thérapeute lorsque j'ai divorcé parce que je faisais partie de ces personnes qui s'imaginaient qu'il fallait se faire tout seul, qu'il fallait s'en sortir tout seul. Et moi qui suis atteint d'une blessure de trahison et de rejet, c'était encore plus difficile pour moi que d'aller vers les gens, de demander de l'aide et de montrer aussi ma vulnérabilité, mon imperfection. C'était quelque chose de très difficile pour moi, de très douloureux. Donc, je comprends très bien que des personnes n'osent pas le faire. On est toujours dans cette idée d'oser finalement. Mais je pense par contre, comme tu le dis ici, que c'est essentiel de leur rappeler que c'est une forme d'intelligence de le faire. Malheureusement, c'est souvent quand on l'a eu fait qu'on se rend compte à quel point c'est intelligent de l'avoir fait. Oui, c'est pour ça que c'est important de le souligner aussi. Et je pense que dans ce que tu as dit au tout début, oser, mais surtout oser être, c'est parce que la société actuelle nous pousse à paraître et à consommer, à être matérialiste, et pas du tout, ou très très peu, à être dans le relationnel humain, dans l'authenticité. Si on pense à soi, la pensée judéo-chrétienne dit que c'est de l'égoïsme. Et ça, c'est fortement ancré dans l'inconscient collectif. Et oui, il y a vraiment, encore une fois, dans l'éducation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit, mais même la société, voilà, on pousse à avoir des gens qui sont a priori devraient être des performeurs. À l'école, on nous apprend pas à échouer, on nous apprend à réussir. Donc, quand on échoue, quand on a une mauvaise note, on est marqué en rouge, on a un mot sur le carnet, on nous doute. On n'apprend pas à échouer parce que seule chose qu'on apprend, c'est que lorsqu'on échoue, c'est pas bien vu. Lorsqu'on demande de l'aide, c'est qu'on a échoué. Donc, comme on veut pas échouer et qu'on veut être bien vu, on va pas forcément oser demander de l'aide. Ça a l'air de rien, mais le cerveau fonctionne par association d'idées quand même. Donc, ce qui pour nous ne semble pas logique ou pas rationnel, pour notre cerveau émotionnel, ça a du sens. Donc, si je pense que demander de l'aide, c'est laisser voir que j'ai échoué et que toute ma vie, j'ai appris que échouer, c'était avoir de mauvaises notes, avoir un mot sur mon carnet ou je ne sais pas quoi, d'une certaine façon, donc douloureux, désagréable, d'une certaine façon, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, je serais pareil. Mon cerveau émotionnel n'a pas d'âge, j'ai envie de dire. La notion du temps, c'est celle du cerveau rationnel, c'est le cortex, c'est un concept que on a créé, mais mon cerveau émotionnel, lui, il est archaïque, instinctif. Donc, dans la mesure où j'échoue, hop, je reviens à ce que j'ai vécu quand j'échouais gamin et j'ai appris que c'était pas bien. On a appris que ce n'était pas bien et donc on va chercher à se protéger. C'est purement instinctif.
Et on Totalement. va faire des associations d'idées. En kinésiologie, ce qu'on fait, c'est la mémoire du corps. On va aller séparer l'émotion de l'événement déclencheur pour ne pas répéter les mêmes situations, la crainte de l'autorité ou la peur d'une Exactement. relation amoureuse, etc. Ceci étant, par Mm. rapport aux jeunes, on a parlé qu'il n'y avait pas d'âge pour oser un rêve, un projet. Par rapport aux jeunes, parce que d'ici à ce que le système d'éducation change, à part ce que les parents transmettent à leurs enfants, le système de l'État est et reste encore le même, pour quelques années du moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aux jeunes pour qu'ils puissent oser d'abord et oser être ensuite? Je pense sincèrement, on pourrait faire presque assez court là-dessus. Si je pourrais le dire en une phrase, c'est que, et quelque chose qu'on entend souvent, c'est que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'on fait. Ce que l'on fait nous-mêmes en tant qu'adultes, c'est-à-dire ce que l'on... Mais ça toujours, et je veux dire, on apprend comme ça. On apprend en observant les autres, on apprend en écoutant les autres, euh, et on apprend en faisant comme les autres. Donc, en transformant nos connaissances en expérience. Donc, moi, il y a longtemps que j'ai compris, il y a mes propres enfants, qui aujourd'hui ont bientôt la majorité, il y a longtemps que j'ai bien compris que ça ne servait plus à rien de leur dire de faire ou de ne pas faire. Voilà. Évidemment, je vais quand même leur dire parce que sinon j'aurais l'impression que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mais surtout, il va falloir que je le fasse moi-même. Je peux pas leur dire de ne pas fumer si je fume, par exemple. Je peux pas leur dire de ne pas conduire en ayant bu si moi-même je bois le week-end et que je vais en boîte de nuit, que je sors et je prends ma voiture. Des choses quelque part, voilà. Je peux pas dire de bien manger si moi je mange n'importe comment. Et ce qui est difficile, je pense, pour les parents, c'est que, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont sensibles à tout ce qu'on évoque ici et qui essayent de transmettre ça. Mais il y a aussi beaucoup de familles et de couples qui sont séparés maintenant. Et donc, il peut y avoir un papa ou une maman qui n'a pas du tout la même vision que l'ex-conjoint. Donc, parfois, on peut se trouver dans une situation où on essaie de transmettre et de montrer qu'on vit ce que l'on veut transmettre. Et puis, les enfants vont vivre la plupart du temps, même chez un parent qui, lui, n'est pas dans la même énergie, qui n'est pas dans les mêmes valeurs ou la même hygiène de vie. Et puis une société au-dessus de tout ça qui, elle, encore plus, ne va pas forcément valoriser les personnes qui, je sais pas moi, ne mangent pas de viande ou ont un régime alimentaire en particulier ou le développement personnel d'ailleurs aussi. Hein, on entend très souvent parler de secte dès qu'on commence à parler du développement personnel et tout. Donc c'est difficile de transmettre à des enfants dans un système qui n'est pas toujours, parce que ça commence à bouger quand même, mais ça bouge par le bas, mais qui n'est pas toujours ouvert à tout ça. Donc, je crois qu'au final, voilà, il faut montrer, faire soi-même, être soi-même, justement, ce que l'on voudrait que nos enfants soient, et transmettre nos valeurs dans le respect et la bienveillance. Moi, je mange pas de viande, par exemple, mais ça n'empêche que mes enfants mangent de la viande. Je n'impose pas à ce qu'ils mangent pas de viande. Je leur montre que je ne mange pas de viande, je leur explique pourquoi je n'en mange pas, par rapport à ma philosophie à moi. Et puis plus tard, ils en mangeront ou ils en mangeront pas. C'est eux qui feront leur choix. Mais au moins, j'aurais montré et j'aurais été aligné avec mes valeurs. Donc, il me semble que ça, ce qui vient d'être partagé, est une des clés, un des ingrédients essentiels d'oser ces rêves, ces projets, c'est la cohérence. Oui. La cohérence entre ses pensées, le discours que l'on tient, ce que l'on ressent, l'émotionnel. Quels seraient les autres ingrédients pas de la recette magique, mais d'un bon plan de départ pour aller vers ses rêves, ses projets? Il y a de la cohérence. Je précise quand même que la cohérence, j'adore ce mot. Je trouve ce mot mais absolument superbe. Thierry Janssen, que j'aime beaucoup, a écrit un livre qui s'appelle Confidence d'un homme en quête de cohérence, qui est un livre magnifique, je trouve. Et je trouve que c'est important qu'on puisse être en cohérence avec nos valeurs, avec notre vision du monde, etc. Mais je trouve que c'est important aussi de dire que c'est pas toujours évident de l'être et que quand on n'arrive pas à l'être, il faut savoir aussi faire preuve de bienveillance. Je suis certainement pas celui qui peut donner des leçons de cohérence parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis pas toujours cohérent. Mais par contre, je travaille
à le devenir de plus en plus. Je peux avoir des idées. Par exemple, je vous disais, je mange pas de viande parce que je respecte la vie, je respecte le monde animal, je suis très sensible à tout ça. Mais pour autant, je suis pas végétarien, je mange du poisson. Donc, c'est pas cohérent. Par contre, il y en a certains de mes amis qui disent, tu es jusque boutiste parce que j'aurais du mal à acheter des fleurs coupées. Je vais plutôt acheter des fleurs en pot. Alors, c'est très curieux. Et pourtant, je mange du poisson. Donc, dans un certain sens, je suis pas cohérent. Mais j'accepte de ne pas être cohérent. J'accepte d'être bienveillant avec moi-même. Et puis, je vais voir comment ça évolue. Mais donc, je trouve que ouais, c'est important la cohérence, mais la bienveillance aussi. Et c'est de tendre à être cohérent qui me paraît important. Et puis ensuite, pour se réaliser dans ses rêves, ses objectifs ou ses changements de vie, etc., là, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est la notion de, euh, de constance et de persévérance. Constance et persévérance, c'est-à-dire que c'est quelque part une question d'état d'esprit finalement, parce qu'on a tous envie de vivre des tas de choses. On a notre cerveau imaginaire, le cortex, et il imagine plein de choses. On a des projets de vie. Moi, je veux faire de plus en plus de conférences à l'international. Enfin, pays francophone quand même, parce que je suis pas encore mis. Mais je vois loin déjà. Et j'aspire à tout ça. Donc ça, j'ai des projets et plein d'autres. Et en même temps, j'ai des peurs. J'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai parfois encore ce syndrome de l'imposteur qui peut revenir et me limiter, etc. Donc, il va falloir que je fasse preuve d'un état d'esprit suffisamment aiguisé, de persévérance et de constance, parce que pour pouvoir mettre tout ça en place, évidemment, il va y avoir de l'inconfort. Et maintenant, ça y est, j'accepte l'inconfort. Et surtout, je comprends que l'inconfort est l'occasion de grandir. Donc, apprendre à être confortable dans l'inconfort, c'est devenu pour moi quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer. J'accompagne beaucoup de personnes dans l'idée de se réaliser en tant que coach, thérapeute, ou en tout cas tous les métiers de la relation d'aide, mais aussi des personnes qui veulent vivre d'un projet, tu sais, qui veulent vivre d'une passion, etc. C'est un peu, en plus, c'est un petit peu à la mode et c'est très bien quelque part parce que ça réveille un peu les gens là, à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas obligés de faire un métier qui ne leur plaît pas. Et puis alors à partir de là, il y a beaucoup de trucs qui viennent, c'est-à-dire oui c'est pas possible et d'autres et ceux qui disent oui c'est possible. Et moi je suis entre les deux, oui c'est possible puisque je l'ai fait, c'est qu'a priori c'est possible. Par contre effectivement vivre son rêve, ça peut aussi tourner au cauchemar. Donc si on n'a pas fait ce travail, si on ne fait pas ce travail, si on n'est pas dans la constance, si on n'est pas dans la persévérance, si on croit que ça va être facile, parce que des fois on a l'impression qu'on nous vend du rêve en fait. Il suffit vous ayez un blog et ça y est, vous gagnerez votre vie, vous serez millionnaire et youpi tralala. Oui, sauf que pour faire un blog, il va falloir être bon techniquement, il va falloir savoir parler, faire du marketing, il va falloir faire tout ça. Si on n'a pas la constance et la persévérance, on va réellement se ramasser. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les personnes vont se remettre en question. C'est-à-dire qu'elles vont dire je suis nul. Lui, il y est arrivé, elle y est arrivée, mais moi, j'y suis pas arrivé. Lui, il vit de son blog, il vit de son métier. Lui, il arrive à être thérapeute, il a du monde, son cabinet est rempli, mais moi, j'y arrive pas. C'est pas une question de pas savoir le faire ou de ne pas savoir être. C'est une question de persévérance, d'être accompagné et de développer le bon état d'esprit. Donc, cohérence, persévérance, constance. Pour moi, ce sont des mots-clés. Il y en a plein d'autres comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, m'aide à avancer malgré toutes les peurs que je peux avoir et les doutes aussi. Et la cohérence avec bienveillance, surtout. Et la bienveillance est essentielle, bien entendu. Et quand on est dans l'inconfort, c'est à ce moment-là que l'on grandit, parce que justement, on est poussé à oser des choses que l'on ne fait pas habituellement. Ouais, sinon, ça s'appelle la routine. C'est incroyable. C'est ce qui m'est arrivé de mieux finalement ces dernières années, c'est qu'on est venu me voir, moi en cabinet, Steve Doupe, relaxologue, installé depuis 2 ans, et qu'on est venu me proposer de faire des films sur l'hypnose, des films documentaires sur l'hypnose, sur l'EFT, enfin sur les approches, bientôt le coaching, etc. Et que on m'a demandé d'être un petit peu le porte-parole des praticiens, des thérapeutes. Encore une fois, moi, Steve Doupe, relaxologue, avec un BEP d'électrotechnicien qui souffre d'un syndrome de l'imposteur pas possible, qui n'a qu'une peur, c'est d'être vu et qu'on lui retire son cabinet parce qu'on va dire lui, c'est pas un médecin ou un psychologue.
Et on vient me dire, il faut que tu pourrais faire ça et être sur des écrans de cinéma. Et je dis non d'ailleurs. Hein. Quand on me le demande, j'ai dit non. Puis très vite, j'ai dit oui parce que vraiment, je voulais pas être guidé par mes peurs. Et c'était très, très, très inconfortable, très douloureux. D'aller rencontrer des gens comme Thomas Dansbourg, Thierry Zancienne, Christophe André, d'aller les interviewer. Je suis pas journaliste, mais de le faire, etc., c'était très douloureux. Mais j'ai grandi à une vitesse incroyable. C'était absolument fabuleux pour moi. Donc, je te rejoins dans cette idée que voilà, l'inconfort, sortir de sa zone de confort est essentiel. Et c'est là un des objectifs de cette émission de rencontres inspirantes, la force d'un rêve, d'un projet, c'est que quand on arrive à réaliser un projet, un rêve, même une partie de celui-ci, Ouais. Quelle satisfaction, mais quelle joie nous remplit, nous emplit, et on se sent sans limite, non pas tout puissant, non pas tout contrôlant, tout maîtrisant, mais c'est juste un waouh, on s'ouvre Ouais. totalement et Il suffit d'un oui. Oui, voilà. Il suffit d'un oui, de dire oui aux opportunités. Moi, je suis un gars qui souvent disait non, même quand je ne savais pas pourquoi, il disait non. On vient me proposer un film, j'ai hésité à dire oui. Je me disais, est-ce que c'est ton ego qui veut être mis en avant ou est-ce que tu as vraiment envie de le faire, ce truc-là, etc. En réalité, c'est mes peurs qui voulaient justement, mon ego, c'est incroyable. Là, je pense encore à Serge Marquis, tellement ce livre m'a touché, mais ça m'a ramené à ces réflexions-là parce que mon ego arrivait à me faire croire que c'était comme s'il me disait, mon ego lui-même me répétait, c'est ton ego qui veut que tu fasses les films. C'est incroyable. Alors, il est très fort, il est le meilleur hypnotiseur au monde. Et finalement, j'ai dit oui. Il faut se rendre compte que pour moi, des gars comme Thierry Janssen ou Thomas Dansbourg, Christophe André, moi, je lis ces gens-là, je suis un fan, je suis inspiré totalement quand je lis ces hommes-là. Et du jour au lendemain, on me propose d'aller les interviewer. Il faut se rendre compte de ce que c'est quand on vit dans son cabinet en Bretagne, dans son coin. C'est juste incroyable. Et j'aurais pu dire non. Je reviens aujourd'hui de Lyon, comme je te le disais en off tout à l'heure, et je disais à Caroline qui m'assiste et qui m'assiste dans la vie, mais aussi au travail, et qui m'accompagne surtout. Je disais, tu te rends compte quand même en moins de 5 ans, le bon pour moi qui s'est passé, le simple fait un jour d'avoir dit oui, mais pas seulement à faire des films, le fait d'avoir dit oui au changement de vie, de changer de métier, en fait, ça a commencé là. D'oser sortir les jardins pour aller faire des formations et accompagner les gens. Merci pour ce petit mot, parce que c'est vraiment tout ça. Il y a un bond juste phénoménal et ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas nécessité d'avoir des millions en banque, il n'y a pas nécessité d'être le fils ou la fille de, il n'y a pas nécessité d'être connu pour y parvenir. Peut-être que ça facilite un peu, mais et encore. Et encore. Mais vraiment, c'est possible d'y arriver et puis après, on se sent pleinement vivant. C'est à moi de te remercier de le dire comme ça parce que tu sais, des fois, j'entends des gens parler, ils disent, moi, quand j'étais enfant, j'étais timide, mes parents n'avaient pas d'argent, machin et tout. Et je me dis, ouais, c'est toujours la même rengaine. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je pourrais faire la même. Oui. Ma mère faisait le ménage, mon père était dans la police. Enfin, c'était un peu une vie d'ouvrier. Et jusqu'à 38 ans, j'ai bossé à essayer de gagner péniblement 1 200 euros par mois. Et puis un jour, je décide de faire ce qui me fait vibrer. C'est fou comme à ce moment-là, tout se met parfaitement en place. C'est hallucinant parce qu'encore une fois, ces gens dont je parle là et d'autres, parce que j'ai rencontré d'autres personnes fabuleuses, peut-être moins connues, mais tout autant fabuleuses, jamais je n'aurais imaginé pouvoir. Il y a 3 ans, j'avais peur d'aller à Paris. Il y a 3 ans, j'avais peur de quitter ma région et d'aller à Paris, de prendre le métro. Ce sont des choses qui me faisaient peur. Et depuis, pour les films, j'ai été un peu partout prendre le métro. Donc, c'est sortir de sa zone de confort est essentiel. Et les résultats qu'on peut obtenir ce faisant sont hallucinants pour peu qu'on ose le faire. Exactement. Et j'ai démarré avec 20 euros en banque il y a 9 ans. J'ai ouvert mon compte professionnel avec 20 euros. Ça fonctionne aussi.
C'est vraiment un très, très beau message pour les personnes qui vont nous écouter parce que c'est réellement ça que j'ai envie de leur transmettre. Donc, si on ne doit retenir qu'une seule chose de tous les entretiens qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est que d'où que vous veniez, quel que soit votre passé, etc., à partir du moment où vous choisissez, parce qu'il faut une prise de conscience, il faut faire un choix, il faut poser un choix, c'est possible. Il va falloir travailler, il va falloir poser des actes, mais On est c'est d'accord. possible. C'est ça toute la magie, c'est que c'est possible. Tu as parlé de quelques personnes qui t'inspiraient. Est-ce que tu aurais quelques autres noms à nous partager? Beaucoup de personnes, mais tu sais, moi, je suis inspiré parfois par des animaux, par les enfants, par des gens connus, évidemment, par des livres, par des musiques, par le soleil, par la lune, euh, Par la vie. parfois même par moi-même. C'est fou de le dire. C'est très inspirant cette pensée. Et ça aussi, il faut savoir se le dire, parce que l'amour de soi est essentiel. Reconnaître aussi son potentiel et ses qualités, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Parmi les personnes qui m'inspirent beaucoup, je les ai citées un petit peu tout à l'heure déjà, mais il y en a d'autres. Oui, il y a Martin Latulippe dernièrement m'a beaucoup inspiré puisque j'ai participé à ses programmes, ou David Lefrançois, avec qui ce sont aussi les personnes avec qui j'ai fait les films justement. Donc toutes ces personnes-là ont joué un rôle dans ma vie. Puis après, il y a aussi ma mère qui m'inspire pour justement tout ce qu'elle a donné pour pouvoir faire que j'en sois là aujourd'hui. Ma compagne qui, sans elle, ce serait très compliqué pour moi de faire tout ce que je fais sans elle qui gère beaucoup de choses derrière. Mais mes enfants m'inspirent alors que parfois ils m'agacent terriblement. Ils m'inspirent aussi quand ils m'agacent, c'est incroyable. Donc, j'aime bien ce mot-là, l'inspiration. Dès le moment où on est ouvert à ce qui se passe autour de nous, tout peut devenir inspiration finalement. Oui. Oui, c'est ça. Et moi, ça me ramène souvent à la notion de gratitude aussi, parce que, tu sais, il y a beaucoup, la méditation, il y a beaucoup de ces choses-là. J'ai un peu essayé beaucoup de choses comme ça, et ça me fait toujours du bien. Mais j'ai remarqué qu'il y a un truc qui marche avec moi, en tout cas, beaucoup plus que le reste, c'est cette notion de gratitude. Dès que je m'arrête un peu et que je commence à remercier avec le cœur, euh, je sens comme en moi quelque chose qui se passe de très très différent que quand je fais par exemple de la méditation ou des choses comme ça. Donc l'idéal étant certainement de mélanger tout ça. Mais moi j'aime bien cette notion de gratitude. Merci. J'ai encore quelques petites questions parce qu'on pourrait encore discuter longtemps sur le sujet. S'il n'y a pas d'âge, si c'est par le comportement, tu as parlé que jusqu'à tes 38 ans, ton cheminement avait été riche en expériences diverses et variées. Ça me fait penser au profil de ce qu'on appelle aujourd'hui zèbres, multipotentiels, haut potentiel, etc., qui ont justement cette difficulté à trouver leur voie, leur chemin. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que toutes ces expériences t'ont mené à être qui tu es aujourd'hui et que tu puises là-dedans pour pouvoir aider, partager, transmettre aujourd'hui? C'est certain. C'est certain. La première fois qu'on m'a parlé des zèbres ou de ces choses-là, à l'époque on m'avait dit surdoué, mais c'était il y a une dizaine d'années. Euh, Et comme tous, en général, on refuse complètement, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et puis aujourd'hui, j'en ai pas forcément fait un. Je me suis demandé à un moment donné si j'allais un peu me spécialiser là-dedans, et puis non, parce que j'ai pas du tout envie d'être voilà. Mais par contre, oui, les expériences de vie que je me suis offerte de vivre, celles que j'ai vécues aussi parfois que j'aurais pas voulu vivre, tout ça m'a permis de faire et d'être qui je suis aujourd'hui, et certainement de qui je serai demain. Euh, et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que finalement, je me rends compte que je peux parler à peu près avec tout le monde et je vais toujours trouver un point commun, un truc que j'ai moi-même vécu, avec lequel je peux faire le lien. C'est super intéressant, du coup, surtout quand on travaille en cabinet, de pouvoir recevoir des médecins, des architectes, des ouvriers du bâtiment, des ci, des ça, et voilà, et de pouvoir leur dire, ah, mais moi, j'ai posé des fenêtres, ah, moi aussi, j'accompagne les gens, etc., etc. C'est assez intéressant, finalement. Et donc,
il est clair que toute cette histoire, dans ses bons comme dans ses moins bons moments, fait qui je suis aujourd'hui. Ça me rappelle un truc que je me disais quand j'étais plus jeune, bien que je ne sois pas vieux, on est d'accord de le dire. Oui, on est d'accord. Je me disais, même à l'âge de 35 ans, je me disais, tu seras un homme et un adulte à 40 ans. Et je l'ai réellement vécu comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à 40 ans, 40, 41 ans, j'avais l'impression d'apprendre la vie. Et j'apprends toujours, bien entendu, hein, mais j'avais cette impression d'être un élève. Voilà, j'observais le monde, je vivais des choses, mais j'avais pas l'impression d'être un homme. J'ai l'impression de ne pas encore avoir beaucoup de sagesse ou de choses comme ça. Et toutes ces expériences, passées 40 ans, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que des fois je me dis, c'est quand même rigolo qu'à l'âge de 38 ans, je décide de changer de métier. Et je sais que c'est le lot de beaucoup de personnes. L'âge à 40 ans, c'est souvent l'âge où les choses se passent. Et je suis très content de l'avoir vécu comme ça en réalité, même si des fois je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des prises de conscience à l'âge de 25 ans. Ma vie serait certainement hallucinante. Mais en même temps, en toute humilité, je pense que si aujourd'hui je peux, parce qu'on m'a fait le retour ce week-end, c'est pour ça que je pense à ça, mais si j'ai le sentiment d'avoir un peu de profondeur, c'est parce que j'ai vécu tout ça. Est-ce que ce serait un bon conseil par rapport à ces personnes-là, de leur dire que si elles n'arrivent pas à trouver le fil conducteur, tout simplement parce que ce n'est pas une faiblesse d'aller demander de l'aide pour calmer le remue-ménage des pensées là-haut, le fameux pensouillard, mais aussi pour savoir, parce que le fil conducteur, enfin, pour ma part en tout cas, je l'ai très vite découvert et compris, c'est la relation d'aide. Alors ça prenait mille et une formes, mais ça a toujours été mon fil rouge. Mais parfois, on a besoin d'aide pour éclairer ça, pour en prendre conscience. Oui, complètement. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment. Et puis en plus, parce que des fois, on se dit, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Encore une fois, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où je vais. Mais il y a vraiment à comprendre qu'on va le découvrir en y allant, même si on ne sait pas où on va. On peut avoir plus ou moins un cap. Alors évidemment, quand on va voir un accompagnant, par exemple un coach, on peut travailler sur ce thème-là. Et puis on peut commencer à se demander, c'est quoi, quelle direction tu veux prendre? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des tas de gens qui ont tout, a priori, et qui tournent en rond, qui ne savent pas quoi faire. Et souvent, on entend dire, hein, et d'ailleurs on leur reproche, beaucoup de gens le reprochent, c'est-à-dire qu'ils vont dire, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une conjointe, j'ai de beaux enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, mais je ne suis pas bien dans ma vie, je ne suis pas heureux. Parce qu'il y a certainement qu'il y a un manque de sens. Il y a un manque de sens, c'est qu'il n'y a pas une direction, a priori, ni de clair, d'identifier, et c'est Sénèque qui disait, alors moi je le dis un petit peu à ma façon, parce que en bon breton d'adoption, j'aime le dire comme ça, mais il disait quelque chose de cet ordre. Il disait qu'il n'y a pas de bon vent, et moi je rajoute, au marin qui ne sait à quel port il se rend. Parce qu'on peut avoir le plus beau bateau, les plus belles voiles, les meilleures conditions météo, une mer d'huile, tout ce qu'il faut. Si j'ai pas un cap, je fais des ronds dans l'eau. Donc, mais en même temps, en faisant des ronds dans l'eau, on peut malgré tout trouver quelque chose. Donc, moi, ce que je dis aux personnes, c'est faites ce qui vient. Il y a des opportunités qui se présentent. Soyez ouverts à ces opportunités, vivez-les, et au fur et à mesure, vous allez découvrir. Parce que j'ai commencé moi, mais ma première formation, c'est une formation de relaxologue. J'ai fait une formation de relaxologue parce que la personne que moi j'allais voir était relaxologue, c'est tout. Et dans cette formation de relaxologue, il semble que la sensibilité des formateurs était l'hypnose. Donc, je suis après allé vers l'hypnose. Et puis, entre-temps, j'ai découvert l'EFT. Donc, je suis allé vers l'EFT. Mais c'est vrai que j'avais par contre ma vision. C'était accompagner, être dans la relation d'aide, etc. Aujourd'hui, il y a encore autre chose. Aujourd'hui, je suis dans l'idée d'accompagner, certes, de transmettre aussi. Donc, je commence à donner les conférences, commence à faire des choses comme ça. Et de toute façon, ça va être un cheminement. Sur le chemin, il faut se donner l'autorisation de découvrir. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer à cheminer. Il faut commencer à poser le premier pas.
Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir des réponses qui leur tombent dessus alors qu'ils vont les découvrir en se mettant en marche. C'est ça, le rêve, c'est pas juste ici, le rêve, c'est Non, aussi se mettre en action, c'est ça la vraie magie. c'est ça. Donc, 2018 démarre. Quel conseil, tu viens d'en donner un excellent, se mettre en action, quels seraient les quelques bons conseils que tu pourrais donner aux capitaines qui nous écoutent pour bien démarrer 2018 et aller vers ces projets? Et en lien avec cette notion, l'année dernière, en 2017, pour la nouvelle année, j'avais proposé justement d'accompagner des personnes en parlant d'impulsion. Donc, d'aller chercher en eux peut-être l'impulsion qui va permettre justement de passer à l'action. Mais chacun a son rythme, parce que là aussi, parfois, les gens se disent… Alors, on connaît les bonnes résolutions, tout le monde a des bonnes résolutions, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être tenues. Donc, allez plutôt peut-être chercher l'impulsion vers quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien, qui vous… pas quelque chose qu'il faut faire, mais quelque chose que vous avez envie de faire. Arrêtez de fumer, etc. Si vous avez envie, parce que ça fait sens pour vous, parce que c'est juste pour vous, ok. Et si vous le faites parce que juste on est au 1er janvier, bon, peut-être que ça va pas tenir, vous pouvez toujours essayer, vous verrez bien, mais a priori, certainement que vous l'aviez déjà essayé avant. Mais donc la notion d'impulsion et d'être en lien avec ce qui résonne, avec ses valeurs, avec ce qui fait du bien et ce qui fait plaisir. Faites-vous plaisir, peut-être tout simplement en 2018 et voyez où ça vous mène. Osez dire oui, osez être, et peut-être, si vous ne l'avez pas déjà fait, osez peut-être aller franchir la porte d'un thérapeute ou d'un coach ou de je ne sais quoi, ou continuer à suivre ta chaîne et tes entretiens et toutes ces choses-là, peut-être pour vous donner l'opportunité de laisser mûrir des choses, etc. Mais je pense profondément de toute façon que plus on va oser être et apprendre à se connaître, plus on va pouvoir se donner l'autorisation de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et comme j'aime le dire, de vivre une vie qui fait en vie, en 2 mots, en vie. Oui. Eh bien, Steve Loupeux, j'ai été ravie de cet entretien. Un peu triste de devoir l'arrêter ici, mais sinon, on est parti pour des heures de discussion. On en refera. J'adore. Merci pour toute cette authenticité et toute cette vulnérabilité. Ça n'est pas d'actualité dans la société actuelle et encore moins de la part d'un homme. Donc, c'est d'autant plus touchant et d'autant plus motivant à se dire que c'est possible, en se découvrant, en se dévoilant, d'aller vers la plus belle des rencontres, celle avec soi-même, quelle que soit la forme de cette rencontre. Steve, un grand merci. Je te souhaite une belle et heureuse année 2018. Je t'inviterai en Belgique pour une conférence. Je m'y engage en tout le monde. Et puis, plein de beaux projets. Tiens-nous au courant de leur réalisation et à très, très bientôt. Écoute, merci à toi. Je suis très touché. Je vois une très belle personne, beaucoup de lumière qui émane de toi et ça m'a fait un plaisir immense. Je te l'ai dit, je suis rentré de Lyon tout à l'heure. Je t'avoue, j'étais fatigué et en fait, je n'ai aucun regret d'avoir maintenu ce rendez-vous. J'ai donné beaucoup d'interviews ces derniers jours d'ailleurs et je dois t'avouer que j'ai pris énormément de plaisir. Je t'ai trouvé très, très subtil dans tes questions et tout et ça n'a été que du plaisir pour moi aussi. Alors, mille merci. Et je serais ravi de répondre à ton invitation si toutefois, effectivement, tu organises. Oui, j'organiserai. Je me suis engagée. Donc, voilà. Et je mettrai un message en grand Steve Loupeux en Belgique. Obligé de le mettre en grand. Voilà. Je viendrai quand même. Donc, voilà. Un grand merci, cher capitaine. J'espère que vous avez retiré autant que moi de cet entretien. Et je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin pour toi, Steve. Je vais faire court, je vous dirais juste d'oser être, de vous aimer. Et là, je fais un clin d'œil à Serge Marquis pour de vrai. À bientôt.